Tout le monde, on va débuter le webinaire. Bienvenue au webinaire SSF. Je m'appelle Jérémy Robert, je suis agent des communications et de mobilisation des connaissances à la Société Santé en français. Ça me fait plaisir d'être votre animateur pour la prochaine heure. Je vous propose aujourd'hui le deuxième webinaire de la programmation du printemps 2017. En simple guise de rappel, on a deux types de webinaires dans notre programmation, la série développement professionnel et la série découverte. Donc, aujourd'hui, on a un webinaire dans la série Découverte des outils qui s'intitule Des outils efficaces pour colliger des informations sur la capacité du système de santé à offrir des services en français, démonstration en Ontario, et qui sera donné par Jacinthe Desaulniers et Jean-François Pagé. Avant d'aller plus loin sur les webinaires, excusez-moi, donc, un petit rappel de la Société Santé en français, des objectifs poursuivis par la programmation des webinaires. Donc, la Société Santé en français est un mouvement national mobilisateur qui, par la force de ses 16 réseaux provinciaux, territoriaux et régionaux, travaille pour améliorer l'état de santé de l'ensemble des francophones et acadiens-acadiennes vivant en situation minoritaire au Canada grâce à l'augmentation de l'accès à des services de santé de qualité offerts dans leur langue. Il y a trois objectifs qui sont poursuivis par les webinaires. Le premier, c'est d'offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances. Le second, faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes. Et le troisième, favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs de connaissances. Donc, quelques mots sur nos deux conférenciers. Jacinthe Desaulniers a occupé plusieurs postes cadres au sein des centres hospitaliers universitaires de la région d'Ottawa. Depuis 2009, elle œuvre à titre de présidente directrice générale du réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario. Elle met ainsi au service de l'organisation ses connaissances du secteur de la santé, ses compétences de réseautage et de leadership. À ce titre, elle a siégé à plusieurs comités provinciaux pour l'avancement des services de santé en français en Ontario. Pour sa part, M. Jean-François Pagé travaille au réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario depuis 2011. Il occupe aujourd'hui le poste de chef des opérations après avoir été directeur de la planification pendant près de 3 ans. Il est l'auteur principal des outils développés par le réseau qui seront présentés aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. Ces outils visent à appuyer la prise de décision par les planificateurs de services et puis leur déploiement est mené en collaboration avec plusieurs partenaires, dont les réseaux locaux d'intégration des services de santé et les entités de planification des services de santé en français de l'Ontario. Avant de leur laisser la parole, simplement vous dire que vous avez été mis en sourdine lors de votre arrivée sur la plateforme de webinaire. Donc, il y a seulement les conférenciers qui ont la caméra et le micro allumés. Pour la période de questions qui va suivre la présentation qui durera environ 45 minutes, on va avoir, c'est ça, une petite période de questions et deux moyens s'offrent à vous. Donc, soit écrire dans la boîte de dialogue, qui est une option de notre plateforme Zoom, ou encore lever la main, qui est aussi une option. À ce moment-là, je vais activer votre micro, puis vous pourrez poser la question directement au conférencier. Donc, sans plus attendre, je cède la parole à Jacinthe et Jean-François. Merci. Bonne présentation. Bonjour et merci beaucoup, Jérémy. Bonjour tout le monde. C'est vraiment un plaisir pour Jean-François et moi d'être avec vous cet après-midi, de partager votre heure du lunch. Alors, on a beaucoup de contenu à vous partager aujourd'hui, donc je vais sauter tout de suite dans le vif de la présentation. Ce qu'on a l'ambition de faire ce midi, c'est d'abord une mise en contexte. Ensuite de ça, on va vous donner un aperçu de la collecte de données qui est fait grâce aux outils. Mais on va passer plus de temps sur les données recueillies afin de soutenir la prise de décision. Et on va terminer en faisant un retour sur OSI. Oui, je vous annonce en primaire le nom qui commence à circuler de ces outils et leurs possibilités. Donc, sans plus tarder dans la mise en contexte,
Jérémy nous a lu la mission de la Société santé en français du mouvement. Essentiellement, on a tout un objectif ultime en commun. On travaille pour un accès équitable à des services de santé en français de qualité. Et à la genèse de ça, pour nous, il y a 3 étapes fondamentales et essentielles. Il faut avoir de la bonne information, des bonnes données. C'est l'étape 1. Ensuite de ça, il faut pouvoir transformer ces données brutes-là, cette collecte de données-là, en information qui est pertinente pour faire 3 choses. Soutenir la prise de décision, la performance et la responsabilisation quant aux services de santé en français. Et finalement, l'étape ultime, la 3e étape, c'est de rendre cette information-là disponible auprès des divers acteurs. Je vais prendre quelques secondes pour les décomposer. La première composante, qui est la collecte de données, je vous dirais, c'est un peu comme la fondation d'une maison, elle est vraiment très importante. Et elle repose d'abord et avant tout sur une bonne compréhension des données du système. Donc, pour pouvoir bien collecter des données, il faut comprendre comment le système collige ces données, quel type de données sont colligées et comment elles sont utilisées. Là, je parle dans le système en général pour la prise de décision, pour la planification, pour la responsabilisation, pour le financement, pour tout, essentiellement parce qu'on sait qu'on travaille de plus en plus dans des systèmes qui sont evidence-based. Donc, il faut comprendre ça pour ensuite pouvoir déterminer une approche normalisée ou standardisée pour collecter les données. On sait qu'un des enjeux qu'on a souvent, c'est qu'on entend des partenaires du système qu'il y a des données qui sont colligées et qui ne sont pas utilisées. Donc, c'était vraiment quelque chose qu'on voulait éviter de faire, donc avoir une bonne compréhension de ce qu'on allait faire avec les données, puis comment on allait les colliger le plus simplement possible. La deuxième composante, c'est comment soutenir la prise de décision. Donc, ce que vous voyez ici, c'est certaines des types d'analyses qui sont essentielles à ce soutien-là à la prise de décision. Donc, la première, c'est une analyse systémique des capacités de service en français et ça passe par 2 éléments. Un, comment est organisée l'offre de services de santé en français? Puis l'organisation, ça passe beaucoup par les politiques organisationnelles et les processus organisationnels. Et comme on le sait tous, le nerf de la guerre, c'est les ressources humaines. En bout de ligne, en santé, qu'est-ce qui fait que j'ai eu mon service, je n'ai pas eu mon service? Est-ce que j'ai eu accès à ce professionnel-là qui pouvait m'adresser, me servir en français? Donc ça, c'est le premier niveau. Une fois qu'on a une bonne analyse des capacités, on est capable de faire des analyses d'écart. Et aussi, ce qu'on veut faire, c'est des analyses de tendance. Une fois qu'on a des données plus fréquentes dans le système, on peut aller faire ça. C'est sûr que dans le scénario ultime, on fait une combinaison de toutes ces données-là pour vraiment pouvoir répondre à des questions précises d'aide à la prise de décision. Et la dernière étape de ce processus-là, c'est rendre l'information disponible aux gens qui en ont besoin. À la base de ça, un peu comme à la première étape, c'est important de bien comprendre les besoins informationnels des différents acteurs, des différents utilisateurs. Que ce qu'on a découvert avec nos outils, c'est qu'on a vraiment plusieurs publics cibles. On a d'abord, par exemple, le ministère, on a les planificateurs ou je sais qu'on est dans un contexte national, donc les autorités régionales, chez nous, ça s'appelle des AirList, qui ont des besoins d'information qui sont différents du ministère. De même, les fournisseurs de soins de santé, pour améliorer leur offre de services, ont besoin de certaines informations, mais aussi pour référer leurs clients, ils ont besoin d'autres informations, et ultimement, le grand public, la communauté. Donc, comment analyser ces besoins-là et bien y répondre? Par exemple, via des tableaux de bord, des indicateurs, c'est très pertinent pour les ministères, pour les AirList, les autorités régionales, mais des applications, par exemple, mobiles et conviviales, se prêteraient beaucoup plus à monsieur, madame, tout le monde, une autre forme d'interface pour des professionnels,
etc. Donc ça, c'était un petit peu la mise en contexte. Maintenant, j'aimerais passer la parole à mon collègue Jean-François pour nous parler, dans un premier temps, de la collecte de données et ce qu'on a fait avec les outils du réseau. Donc, ce que je vais faire pour commencer, c'est en quelques minutes, juste vous donner un petit peu un aperçu on parle des outils du réseau, de quoi ça a l'air réellement. Donc, vous avez un exemple ici à l'écran d'un des formats d'outils que nous avons, qui est celui destiné aux organisations qui travaillent leur désignation. Donc, lorsqu'on le regarde rapidement, c'est présentement dans un format Excel. Il y a d'autres versions qui s'en viennent, notamment une version en ligne, une version web. Mais bref, ce que ça fait, c'est que ça permet aux fournisseurs d'aborder la désignation puis d'avoir un outil d'appui à ce développement-là. Donc, on voit une série de champs d'entrée de données, mais bref, ce qu'on fait dans l'approche de convivialité, c'est de prépopuler toute information que le fournisseur va avoir besoin. Par exemple, on pose des questions sur la population francophone. On réalise que c'est un défi pour certaines organisations de trouver cette information-là. Donc, on a déjà prépopulé cette information-là. Elle se cumule selon les régions desservies. Ça prend quelques secondes pour le fournisseur, mais l'information, elle est bien structurée, elle est fiable et elle est juste. Vous voyez aussi, on parle d'outils, c'est en pratique un logiciel. Il y a une série de fonctionnalités. Je vais cet écran de webinaire qui cache mes boutons. Vous voyez une série de boutons et fonctionnalités ici. Par exemple, toute la plateforme ou toutes nos plateformes sont bilingues seulement à un clic. Nous avons différentes fonctions, puis une que je peux vous montrer en même temps, c'est un tableau de bord. Donc, Jacinthe faisait référence à bien refléter l'information pour les gens qui la regardent. Donc, un tableau de bord qui donne en temps réel l'état d'avancement. Maintenant, le contenu est vide, donc il n'y a pas d'information, mais l'information se complète par elle-même au fur et à mesure que les fournisseurs y travaillent. Ils ont la capacité de sortir un rapport autogénéré en cliquant là. Ça leur donne un rapport de 3-4 pages sur l'état d'avancement qu'ils peuvent partager à l'interne ou à l'externe. Donc, ça leur permet d'avoir des outils pour démontrer, eux-mêmes comprendre leur état d'avancement, mais aussi être capable de le refléter soit à l'intérieur de l'organisation ou à l'extérieur comme forme de rapport. Ici, on voit entre autres aussi ce qu'on cherche à faire dans la convivialité ou dans la réalité des fournisseurs, parce que cet outil-là va à des différents fournisseurs de services de soins, c'est de leur permettre aussi d'avoir un cadre pour accomplir les tâches qu'ils ont à accomplir. Donc, ici, on voit la composante activité ou gestion des tâches pour accomplir une désignation. Et au travers de ça, on a vu avec le temps beaucoup de questions qui étaient récurrentes de la part des fournisseurs de compréhension, pour lesquelles on s'est assuré de mettre des fiches techniques. Donc, vous voyez les liens en bleu. En y cliquant, on voit que c'est quelque chose, mais bref, il y a une série de fonctionnalités qui apparaissent. Il y a des fiches techniques, il y a de l'information qui apparaissent aux fournisseurs pour leur permettre d'avoir un sens précis de ce qu'il y en est. Même chose ici au niveau du tableau des ressources humaines, on a imbriqué une série de fonctionnalités qui permet aux fournisseurs, plutôt que d'avoir à taper à la main le nom des services ou autres, de simplement choisir parmi une liste prépopulée qu'on peut adapter selon les différents profils ou les différentes organisations pour rendre les choses plus faciles. Je ne veux pas m'attarder sur l'outil, mais au moins je vais donner un petit aperçu de cet outil-là pour maintenant revenir à la présentation et vous parler des données qu'on peut collecter. Donc, vous avez vu une partie du rapport et je vais aussi souligner une des grandes importances de l'utilisation des outils qu'on a développés, c'est les mêmes questions, la même structure normalisée de collecte d'informations, ce qui veut dire qu'un hôpital dans une région remplit le même questionnaire qu'un soin de longue durée, qu'une autre institution dans une autre région, ce qui fait que si on veut comparer leurs données, on est capable de le faire parce que ça part des mêmes questions et des mêmes champs. Donc, maintenant, on a parlé de la question de prise de décision. Regardons quelques exemples de données. Encore là, pour faire suite à l'outil qu'on vient de vous partager, voici un exemple d'information sur le progrès de la désignation d'une région. Donc, chaque barre, dans ce cas ici, représente une institution qui travaille son plan de désignation, pour lesquels, au travers de l'outil, on peut déterminer exactement où il se situe en termes de progrès. Donc, au niveau des exigences, le nombre d'exigences qui sont complétées, ceux qui sont en cours et ceux qui sont non débutés ou autres. Et par l'utilisation des échéanciers qui sont intégrés, des calendriers qui sont intégrés à travers de l'outil, on est aussi capable de prévoir le progrès défini par chacune des organisations. Donc, l'organisation va prévoir sur une période de, disons, 3 ans leur développement ou sur la prochaine année.
Et puis nous, de cette façon-là, ou avec cette information-là, on peut prévoir dans le temps où ils vont se situer. Et sachant qu'un de nos rôles aussi en désignation, c'est d'accompagner les organisations, de les appuyer dans leur développement de politique et de procédures. Notre équipe à l'interne a aussi l'information spécifique sur quoi chaque institution compte travailler dans les prochains mois pour être en mesure de se préparer à les appuyer, à faire les suivis et leur fournir l'information qu'ils ont besoin pour être en mesure d'accomplir ce travail. Quand on prend aussi l'état d'avancement, par exemple ici de 12 ou d'une dizaine de fournisseurs et qu'on le regarde pour une région au complet, on peut aussi voir comment progresse la désignation dans une région. Et en même temps, si on prend plusieurs régions et qu'on les met ensemble, ça a un peu l'effet poupée russe. On peut regarder une province, par exemple en Ontario, et se dire comment se comporte la désignation dans l'ensemble de l'Ontario en termes de progrès et quel est le temps moyen d'exécution de certaines tâches. Et ainsi de suite. Donc, ça, c'est un exemple qui est très spécifique à la désignation, mais qui vous donne un aperçu d'information qui est très pertinente dans le travail et quotidien des fournisseurs et nous comme accompagnement, mais aussi pour les autorités régionales et au niveau du. Un autre type, encore là, plus concret d'information, de ces outils-là, on a fait des rapports au cours de la dernière année pour certaines régions, pour lesquelles on peut sortir de l'information qui est quand même beaucoup plus spécifique. On a ici un exemple. Par exemple, on peut déterminer le nombre de clients francophones qui a interagi avec les différents fournisseurs de santé dans une région dans l'année donnée. Donc, dans une des régions, on a vu les fournisseurs ont rapporté collectivement avoir desservi 3902 clients francophones. Donc, ce que ça nous permet comme mesure, c'est que ça nous donne un sens de la présence de la communauté francophone. On l'a entendu souvent, nous autres, du moins, on ne les voit pas, les francophones. On n'entend pas de francophones ou on n'a pas eu de demande de service, mais simplement par l'information que les fournisseurs eux-mêmes nous donnent, on voit que ce n'est pas le cas. Et on parle d'un exemple ici d'une région pour laquelle la communauté francophone est très minoritaire. On parle de environ 2 % de la communauté francophone. On voit aussi dans les types d'informations, par exemple, le nombre d'institutions dans une région donnée qui ont eu au moins un client francophone. Donc, où vont présentement les francophones, où est-ce que les francophones ont été chercher certains services et la répartition par rapport à l'ensemble des fournisseurs d'une région. Donc, on commence à avoir un sens d'information sur, disons, un premier degré sur la clientèle francophone. Et si je fais un peu un aparté aussi, un lien avec le projet de la variable linguistique, qui est un autre projet pour lequel l'information va être beaucoup plus approfondie sur l'information de la clientèle francophone, des besoins ou autres. Ça nous permet quand même d'avoir 2 sources de données pour comparer. Et on peut voir aussi que l'information qu'on collecte sur la capacité va très bien se marier dans le futur avec l'information de la variable linguistique. Au-delà de la clientèle, les autres morceaux d'information qui sont très importants, qui sont collectés, sont l'information sur les ressources humaines, qui est toujours une grande question. Donc, par exemple, dans cette région-là, on a pu voir que dans le tiers des fournisseurs qui ont soumis leur rapport, il y avait au moins une ressource humaine avec des compétences linguistiques en français. Encore là, dans une région très minoritaire. Donc, on a pu répertorier quand même un grand nombre de ressources humaines. Entre autres, dans cette région-là, il y a eu 141 ressources humaines qui sont ressorties. Et on a vu, même dans d'autres régions minoritaires, aller jusqu'à 400 quelques nombre de professionnels ou individus qui avaient des compétences linguistiques en français. Et puis finalement, encore là, pour avoir un autre angle d'analyse, nous utilisons les centres fonctionnels, qui sont on peut dire les enveloppes de financement de certains services pour lesquels on est aussi capable de mettre en relation le financement ou la nature des services avec les ressources humaines, le niveau de compétences linguistiques, etc. Donc, encore là, si je continue pour être un peu plus concret, dans une sous-région d'un AirList, on a fait un petit exercice où on a récolté l'information spécifique sur les professionnels de la santé. Donc, vous avez un exemple ici de l'information qui ressort des outils, qui va jusqu'au niveau de précision qui est la nature d'un poste et le nombre d'individus qui occupent ce poste-là. Et puis, dans le fond, dans l'ensemble, ce qu'on est capable de voir à travers ces outils-là, c'est répondre à une question aussi simple comme combien d'infirmières travaillent présentement dans des services financés en soins palliatifs? Quels sont leurs niveaux de compétences linguistiques? Où est-ce qu'ils se situent? Où elles se situent
sur le territoire et quelle est justement cette capacité-là en nombre de ce type de poste-là. Donc, on a ici justement cet exemple-là dans un plus grand contexte pour des maillons santé, de savoir qu'est-ce qui se situait dans un maillon santé. Et on a pu trouver, encore là, dans une région qui n'était pas désignée en Ontario, un nombre assez considérable de professionnels de la santé, entre autres, puis non seulement un nombre considérable, mais de vraiment différentes professions, qui fait en sorte que si on commence à penser à type de service offert ou pour être rendu à la communauté, on commence à voir que dans l'intérieur d'un continuum, on a peut-être plus de capacités et d'options de services qu'on le croyait. Et ça, encore là, dans une région ultra-minoritaire. Un autre type d'exemple ou de découpage d'informations, si on veut le regarder plus grand, c'est non seulement on capte l'information sur les ressources humaines ayant des compétences linguistiques, mais on regarde aussi le niveau de compétences linguistiques. Donc, c'est pas une simple question, pouvez-vous offrir des services en français, oui, non. C'est vraiment selon un départage des niveaux de compétences linguistiques utilisés par le gouvernement de l'Ontario. Donc, on voit ici, par exemple, une région pour lesquelles on a ce départage-là. Ce qui nous permet de non seulement de qualifier où se situe, disons, le niveau général de compétences linguistiques, mais ça nous permet de savoir, par exemple, tous les gens qui sont à un niveau au-delà de avancé perfectible et plus sont des gens qui ont assurément la capacité d'offrir des services en français à un niveau qui est acceptable pour interagir avec les clients et autres, ainsi de suite. Et on se fonde, entre autres, sur le fait que ces niveaux-là, c'est ce qui est utilisé dans la désignation. Donc, c'est vraiment ce niveau-là. Quand on regarde l'intermédiaire, ce qui est intéressant à l'intermédiaire aussi, c'est qu'il y a quand même un certain degré de capacité qui n'est pas négligeable là, mais ça peut nous amener à des questions comme si on décide d'investir dans de la formation linguistique. Habituellement, les gens ont la capacité d'augmenter d'un niveau linguistique. Ça veut dire que les gens intermédiaires pourraient se retrouver dans l'avancée perfectible. On va être en mesure dans le futur de voir, OK, bon, mais si on a des écarts de service, je vais prendre encore le même exemple, des soins palliatifs, pour lesquels on sait qu'on a quelques professionnels intermédiaires, peut-être que ça vaut la peine de cibler ces individus-là ou ces quelques professionnels-là pour investir en formation linguistique, pour les emmener à un niveau plus élevé, pour leur permettre justement de desservir la communauté. Donc, c'est des exemples d'informations plus concrètes qu'on peut ressortir. Avec cette information-là, et sur les ressources humaines et sur les types de services, on peut commencer à faire des analyses de la capacité d'un type de service. Et encore là, non seulement du type de service, mais où il est offert et donc l'accès. On peut transférer un accès pour la communauté par certaines régions géographiques. Donc ici, on voit un départage des régions géographiques dans la région du Airlist de Champlain, donc complètement dans l'Est, PR étant Prescott Russell, SDG. Donc on regarde par grandeur de comté et on a même découpé la ville d'Ottawa pour assurer qu'on regarde un peu une logique plus petite pour une question de transport et d'accès pour la communauté. Donc, le type de service qu'on regarde ici, c'est des services d'aide à la vie autonome. Et pour lesquels, ce qu'on a fait comme analyse ou ce qu'on a pu prendre, c'est la ligne bleue qui représente les services qui sont financés présentement dans le Airlist de Champlain et où ils se situent présentement, donc ce qui est ouvert à la population générale, et la ligne rouge qui fait référence au nombre de places qui a une capacité de service en français. Donc, on peut voir que simplement par ce graphique-là, qu'il y a des régions qui se comportent mieux que d'autres en termes d'accès à des services en français. Et donc, si nous, on veut faire des interventions par la suite ou proposer des recommandations ou travailler les écarts, bon, on peut voir très facilement où les écarts se situent. De même, si on en prend un autre au niveau des soins de longue durée, un peu la même logique, mais celle-ci, on l'a poussée un peu plus loin. Donc, en Ontario, la planification du nombre de lits de soins de longue durée est calculée selon un ratio de la population. Bref, c'est un nombre défini par 100 000 habitants de 75 ans et plus. Donc, c'est un nombre général, puis il y a des points de référence par région. Donc, nous, ce qu'on a fait là, c'est qu'on s'est dit, bon, si ça fonctionne par population, ça veut dire qu'on peut l'appliquer aussi à la population francophone. Donc, la ligne bleue que vous voyez sur ce graphique-là, c'est une application de ce ratio-là, mais spécifique à la population francophone de 75 ans et plus dans la région de Champlain. C'est-à-dire, on va utiliser les mêmes barèmes pour la communauté francophone. Ça nous permet de tracer la ligne bleue. Avec l'information sur la capacité, on peut reprendre cette information-là selon les types de services et les professionnels,
Puis, on est capable, avec ces deux types d'informations-là, de remodeler la prestation de service en reconnaissant que, par exemple, dans les soins de longue durée, c'est pas seulement une infirmière que ça prend pour assurer un service en français, mais différents professionnels. On est capable de reconstruire ce portrait d'équipe qui offre le service-là et de là, arriver avec la ligne rouge qui démontre comment on peut traduire en nombre de lits, les lits dans une région donnée qui ont une capacité d'offrir un service en français aux résidents. Et encore là, on voit comment se comportent différentes régions. Donc, on voit que dans notre cas, l'extrême Est jusqu'environ Ottawa-Centre ou près d'Ottawa-Est, ça va. Ensuite, il y a définitivement du travail à faire du côté Ouest et du côté Renfrew. Et par la suite aussi, cette information-là nous permet de commencer à se poser des questions puis à creuser sur qu'est-ce qu'on voit. Par exemple, la première observation qu'on fait sur ce graphique-là, c'est de dire « Oh, il y a trop de capacité dans l'Est, dans Ottawa-Vanier ou dans Orléans. » Mais en réalité, ça s'explique de façon simple par le fait qu'il y a des grandes institutions. Donc, une institution avec énormément de lits, ce qui veut dire qu'il faut se poser la question sur l'accès, c'est-à-dire que si tous les lits sont centralisés à une place, comment est-ce que ça se traduit en accès pour la communauté? Et la deuxième considération, puis qui est le pont avec le commentaire de Jacinthe tantôt sur l'analyse des tendances, on sait que la population s'en va en vieillissant. Donc, comment longtemps est-ce que cet écart-là va réellement durer entre, on pourrait dire, le nombre nécessaire et le nombre disponible? Et considérer aussi que ce n'est pas tous les lits qui ont une capacité de service en français qui sont automatiquement comblés par des personnes francophones. Ça veut dire que la capacité, elle est là, mais ils ne sont pas consignés ou exclusifs à la communauté francophone. Donc, il faut se garder une certaine marge de manœuvre pour assurer cet accès-là. Donc, encore là, déjà, juste avec l'information qu'on collige, avec une analyse comme celle-là, on peut arriver à se poser différentes questions, réfléchir, puis proposer des solutions ou proposer des recommandations d'actions qui sont très concrètes puis qui sont basées sur des données. Donc, je retourne la parole à Jacinthe. Donc, Jean-François vous a donné un survol de l'outil et des résultats recueillis. C'est pas facile à faire, fait que merci beaucoup, Jean-François. Moi, je vais essayer de faire un résumé de OSI, c'est quoi, puis aussi où on est rendu un peu tout sur cette acétate-là. Donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'à la genèse, le Réseau des services de santé en français a développé cet outil-là pour nous parce qu'on voulait aider les fournisseurs de soins de santé dans notre région à mieux développer leur offre de services, puis on voulait s'outiller pour pouvoir conseiller nos ARLIS, parce qu'on a un rôle comme entité de planification, donc un rôle conseil auprès des ARLIS. Ça n'a pas pris de temps que des collègues ont dit c'est plutôt intéressant ce que vous avez développé. Fait en date d'aujourd'hui, je veux vous dire que ces outils-là ont été déployés en collaboration, entre autres, avec le réseau du mieux-être du nord de l'Ontario et l'entité 4 dans 5 ARLIS en province. Pour ceux qui ne sont pas de l'Ontario, il y a 14 ARLIS. Donc, on arrive près de la moitié. Ça veut dire qu'en ce moment, il y a plus de 500 fournisseurs de soins de santé qui ont utilisé ces outils-là, certains une fois, certains même déjà 2 fois. Donc, ayant mis cette table-là, puis je devrais peut-être vous dire aussi qu'à chaque fois qu'on fait des partenariats comme ça, on fait des études de la satisfaction des fournisseurs de soins de santé, aussi de nos partenaires à l'entité ou au réseau et au ARLIS à l'autorité régionale. Et à date, les résultats sont tous très, très, très positifs. Alors, ayant dit ceci, c'est quoi OSI? Vous l'avez vu, là, mais je vais commencer en haut. C'est un outil de planification et de gestion de l'offre active. Vous avez entendu Jean-François vous parler beaucoup de la désignation. Donc, on a structuré l'outil de sorte que, oui, dans notre région, on puisse aider les fournisseurs qui ont une responsabilité par rapport à la désignation. Donc, on l'a structuré autour des 34 exigences de conformité. Cependant, on a aussi des fournisseurs de soins de santé qui n'ont pas d'exigences par rapport à la loi sur les services de santé en français. Et là, on l'a structuré par rapport aux paramètres d'une bonne offre de services de santé en français. Fait que je vous dis ça parce que je pense que c'est important de le voir. L'outil peut être adapté. Dans le fond, il y en a deux versions déjà
pour répondre à différents cadres législatifs, à différentes structures dans une province, qui revient à mon point de départ, qui est important de bien comprendre le contexte, de bien comprendre les données, et après ça, il s'agit d'adapter la collecte d'informations. Mais le gros de la structuration est déjà en place. Donc, dans ce premier cas-là de gestion de l'offre active, je dirais, dans notre région, nous, on utilise cet outil-là constamment pour aider nos fournisseurs de soins de santé. Il y en a 60 qui l'utilisent sur une base régulière. Et ma collègue, que beaucoup d'entre vous connaissez, Diane Quintas, qui a beaucoup d'agences qui sont désignées, qui est en déploiement dans le Nord-Est en ce moment, se disent, nous, ils l'utilisent présentement, mais ils veulent l'utiliser sur une base régulière parce qu'ils ont vu comment ça les aidait à faire cheminer leur offre de services de santé en français. La case verte, c'est aussi un outil de reddition de comptes pour les fournisseurs de services de santé. Donc, en Ontario, les ARLIS exigeaient des fournisseurs de services de santé qu'ils fassent un rapport à la fin de l'année sur leur offre de services de santé en français. Dans les 5 régions dont je vous ai mentionné, ils ont remplacé l'outil de reddition de comptes qu'ils avaient avant par ces outils qu'on vient de vous présenter. Donc, je pense que ça a été beaucoup la force du déploiement de OSI. Ça a été ce partenariat-là avec les autorités régionales qui ont dit, nous autres, on a besoin d'informations. On demande un rapport en ce moment qui nous donne l'information qui est plus ou moins utile, qu'on peut plus ou moins analyser. Donc, il est utilisé, comme je vous disais tantôt, dans 500 fournisseurs de soins de santé présentement. C'est aussi un service clé en main de collecte et d'analyse de données. Donc, Jean-François vous a donné des exemples, mais avec les entités qui ont travaillé avec nous, à la fin d'un cycle, ils reçoivent un rapport complet qui leur donne tout le détail des données qui ont été compilées par l'outil avec des pistes de réflexion. Et on n'a pas passé beaucoup de temps sur ça, mais l'outil peut être adapté aussi. Alors, s'il y a des questions additionnelles pour lesquelles ils veulent plus d'informations, on peut les ajouter. Donc, dans le service clé en main, la première chose qu'on fait, on s'assoit avec les entités, les ARLIS, puis on vérifie c'est quoi leurs besoins d'information. On adapte les outils. Ensuite de ça, le réseau fait la formation. On est partout à travers la province, c'est qu'on a fait ça via webinaire surtout, mais quelquefois en personne aussi. On assure le déploiement. C'est sûr que ça, c'est fait en collaboration, surtout avec les autorités régionales, parce que c'est une exigence que les autorités régionales mettent dans leurs ententes d'imputabilité avec les fournisseurs de soins. Le réseau assure aussi le soutien technique. Parce que, ben, vous vous en doutez bien, mais dès qu'on envoie un morceau de technologie dans l'univers, il y a plusieurs questions. On a des organisations qui sont je vais utiliser un terme anglais, très sophistiquées dans leur utilisation de la technologie, mais il y en a qui le sont beaucoup moins. Donc, un support technique et évidemment la compilation et le rapport final. Quand je vous parlais de l'évaluation tout à l'heure, c'est toutes ces composantes-là là, qui ont été évaluées. Fait que c'est vraiment en mauve là, un service clé en main. Je vais revenir rapidement sur le fait que c'est une sonde qui capte l'évolution de l'offre de services de santé en français. On est content de vous dire que dans une région, on est rendu à notre 3e cycle là, présentement. Fait que là, le rapport il est encore plus rigoureux parce qu'il est capable de démontrer une tendance. Donc, un fournisseur de soins qui nous avait dit, ben, moi, je vais être rendu là, vous avez vu sur l'acétate tantôt, au 31 mars 2016. Et on est capable de dire, ben, pas tout à fait. Alors, ça engendre des nouvelles conversations. Dans 2 régions, on est rendu au 2e cycle et les autres, ben, on est au 1er cycle. C'est aussi une source de données pour alimenter des indicateurs de performance. Donc, on sait que ça, c'est un enjeu significatif. Si on veut améliorer la performance ou l'accès aux services de santé en français, il faut mesurer des choses, puis est-ce que ça change, puis est-ce que ça bouge dans le temps. Comme Jean-François disait tantôt, comme la collecte est systématique, et il y a des façons structurées de colliger l'information, ça nous permet de développer des indicateurs de performance.
Fait que j'en profite ici, je vais un petit peu de l'avant, mais le ministère de la Santé en Ontario nous a demandé de développer un plan d'affaires pour le déploiement de ces outils-là dans les 14 ARLIS. Et eux, ce qui les intéressait plus particulièrement, c'était quels indicateurs de performance pourrons-nous colliger basés sur ça. Donc, il y a toute une proposition qui est allée au ministère et qui est à l'étude en ce moment. Et la toute dernière bulle de qu'est-ce que c'est OSI, c'est aussi un générateur de savoir sur l'offre active. Puis je m'explique. Compte tenu qu'on recueille de l'information sur toutes les politiques, les processus d'offre active, on est capable de faire des retours puis de voir c'est quoi les meilleures pratiques, qu'est-ce que les gens ont mis en place. On peut voir quelle partie de l'offre active est des fois plus ardue pour les organisations. Donc, est-ce qu'on devrait revoir ces exigences-là? Comment est-ce qu'on pourrait les appuyer différemment? Quels outils on pourrait mettre? Donc, il y a vraiment toute une dimension de générateur de savoir. Alors, ceci étant dit, la prochaine étape, je vous parlerai un peu de ce qui est en développement. Puis, je vais avancer d'une tout de suite pour vous dire, c'est la troisième étape. Donc, on a parlé beaucoup de la première et de la deuxième étape. Comment on rend cette information-là disponible? En ce moment, on est après travailler sur les 3 puces qui sont là, c'est-à-dire c'est quoi les besoins informationnels, bien comprendre ça. Et on travaille à droite sur le tableau de bord pour le ministère, parce qu'ils nous ont demandé des indicateurs. Bien, ça va être un tableau de bord pour eux, qui va se décliner aussi dans les régions. Puis on est aussi après réfléchir à la fameuse application où sont les services, que ce soit pour les professionnels de la santé qui veulent référer leurs clients à un autre professionnel, ou que ce soit pour les membres de la communauté qui ont un enjeu de santé puis qui veulent savoir où ils devraient s'adresser. Donc, ça m'amène aux prochaines étapes. Donc, en Ontario, je vous ai déjà vendu la mèche qu'on est en pourparlers avec le ministère de la Santé et des soins de longue durée. Donc, ils ont reçu notre plan d'affaires. On entend des échos positifs. Je pense que je ne peux pas, pour plusieurs raisons, aller plus loin que ça à ce moment-ci. Il y a aussi des discussions avec, je m'excuse pour les acronymes, l'OAF, qui est l'Office des affaires francophones. Eux, ils sont responsables de tout le processus de désignation et ça, c'est pas seulement en santé, mais dans l'ensemble. Et entre autres, la ministre déléguée aux affaires francophones avait dans sa lettre de mandat des attentes claires par rapport à la revue du processus parce qu'il y a des enjeux. Plusieurs de ces enjeux-là, je pense que OSI pourrait les aider beaucoup parce que c'est un processus qui est informatisé, qui standardise la collecte, qui standardise l'information, etc., etc. Et bien, au niveau du Canada, je pense que peut-être plusieurs d'entre vous ont vu le réseau déposer un mémoire dans le cadre du renouvellement de la feuille de route et vraiment, on fait tout un positionnement autour de l'enjeu des données parce que je reviendrai à mon étape de départ pour vous dire, on croit vraiment qu'à la genèse d'une offre de services de santé équitable en 2017, ça passe immanquablement par des données. Donc, des données à la fois sur la capacité du système, et je vais continuer dans la lignée de Jean-François, le premier webinaire pour ceux qui étaient avec nous sur l'importance de la collecte de l'identité linguistique au niveau de la carte santé, au niveau des établissements. Bien, ça serait, dans un scénario idéal, ces 2 projets-là qui captent 2 dimensions différentes, mais complémentaires, qui permettrait de vraiment changer la donne pour les francophones, parce qu'on sait qu'en 2017, lorsqu'on veut effectuer des changements, on nous demande toujours des données probantes, d'appuyer nos propos, et ces 2 éléments-là sont clés. Donc, je pense que, Jean-François, si tu n'as pas autre chose, non, ça conclurait notre présentation. Puis, Jérémy, on serait prêt à prendre des questions. Excellent.
Excellent. Donc, la parole est aux participants pour les commentaires. Comme je le mentionnais tout à l'heure, vous avez deux options, soit lever la main ou écrire dans la boîte de dialogue. Moi, je vais pouvoir vous donner la parole ou poser des questions pour vous. Donc, je peux peut-être commencer. J'ai noté quelques questions que je souhaitais vous poser en termes de clarification. Peut-être une ou deux assez rapides. Au niveau des étapes de développement de l'outil, vous avez commencé la présentation en référant à dans le fond, un fichier Excel. Est-ce qu'il est prévu qu'il y ait une migration ou une informatisation dans le fond, de l'outil? Oui. Moi, je peux souligner deux choses. La première chose, c'est que bien que c'est un Excel présentement, il y a énormément de programmation derrière. Fait que c'est vraiment on utilise Excel comme un logiciel qui était passe-partout au début pour nous permettre un bon prototype. Il y a présentement, justement, le travail se fait et on aboutit, en fait, bientôt à une version web. Donc, le logiciel va être en version web, ce qui veut dire un compte utilisateur pour une organisation ou pour un groupe donné. Pour lesquels toutes les fonctionnalités que vous voyez et même plus, parce qu'Excel a des limites, malheureusement. Donc, il y a des nouveautés pour ceux qui l'ont déjà utilisé qui sont à venir à l'intérieur de ça. Et c'est du travail qu'on termine justement très prochainement. OK, super, merci. Peut-être une autre petite question quiz. Vous avez mentionné faire des évaluations de la convivialité, de la satisfaction de l'outil. Est-ce que c'est possible de partager cette information-là en termes je dirais, d'effet levier, de contaminer des fournisseurs ou des gens? Oui, certainement qu'on pourrait vous envoyer cette information-là. Comme je dis, on l'a fait dans le contexte du travail qu'on a fait avec soit l'entité 4, le réseau du mieux-être. Mais ce que je pourrais vous dire, c'est qu'on utilise une échelle de Likert là, avec 5 points et que le genre de choses qu'on vérifie, c'est toujours l'expérience de l'utilisateur. Donc, et là, j'ai ça sous les yeux, mais je traduis parce que j'ai les données en anglais. Mais la facilité d'utilisation, par exemple, est-ce que c'était flexible? On évalue aussi notre support technique parce que c'était la première fois qu'on faisait du support technique. Puis, s'il y a des gens qui disent « Ah, chez nous, c'est trop compliqué », j'ai juste envie de dire qu'en ce moment, on supporte le nombre d'organisations, Jean-François, m'échappe dans le Nord-Est, qui sont à peu près tous sur des Mac avec des machines virtuelles, etc. C'est un petit peu plus compliqué que ce qu'on avait prévu, mais ça va très bien. Il y a combien d'agences? On trouve une façon, en fait, c'est qu'avec l'entité qui travaille, qui est l'organisation qui soutient, ils sont des adeptes de l'univers Mac. Et on sait qu'avec Mac, tout est différent. Donc, on a vraiment la philosophie qu'il faut que ça fonctionne pour les utilisateurs. Donc, on a mis des solutions en place qui font en sorte que tout fonctionne et pour l'entité et pour les fournisseurs. Puis, peu importe la réalité de ce qu'il y a sur l'ordinateur d'un fournisseur, on trouve un chemin. Super, merci. J'ai quelques commentaires, questions qui sont entrés. Donc, un premier commentaire. Merci pour la présentation et surtout bravo. Ensuite, merci pour cette présentation très intéressante. J'aimerais savoir qui est ou sont les responsables d'utiliser cet outil dans chacun des organisations. Je travaille avec un groupe de recherche qui élabore un outil similaire en ce moment. J'aimerais savoir si les rapports sont disponibles. Il y a dans le fond deux morceaux dans la question. Pour qui utilise ces rapports-là dans le contexte où nous, on travaille, parce que ça fait partie de la réduction de compte des institutions, ben, il y a des gens à l'intérieur des organisations qui sont responsables, sont nommés responsables de la fonction de service en français. Et pour lesquels eux doivent travailler, par exemple, dans le contexte de désignation, à l'avancement de la désignation et à faire état de l'avancement de la désignation. Donc, nous, dans le cas-là, puisqu'on travaille avec eux, on a évidemment une liste contact de ces gens-là. Et sinon, les autorités locales ont des liens justement avec leurs institutions, leurs fournisseurs, pour lesquels ils assurent qu'une personne est désignée pour veiller à répondre à ces rapports. Pour ce qui est de la disponibilité de l'information, ça, c'est une autre question. Présentement,
On le fait dans un exercice de collaboration avec les ARLIS. Ça demeure de l'information qui est utilisée à titre de reddition de compte à un bailleur de fonds. Donc, l'information appartient au bailleur de fonds. Ce qui veut dire que nous, on peut utiliser l'information pour développement, recherche, analyse, faire avancer nos outils. Mais pour une question de recherche, ce serait, en principe, de vérifier auprès des groupes ou des institutions à qui appartiennent cette information-là, à savoir s'il est possible d'y avoir accès. Super, je poursuis. J'ai plusieurs personnes qui ont posé des questions. Quel est l'horizon pour déployer ces outils au travers des 14 ARLIS? Alors, je l'avais vu passer, celle-là. Bonjour, Tarsis. Donc, je pense que je peux dévoiler les grandes lignes du business case. Essentiellement, le ministère nous poussait parce qu'eux voulaient avoir un tableau de bord le plus rapidement possible. Comme on a déjà déployé dans 5 régions, on serait prêt à faire un tableau de bord pour ces 5 régions-là. Donc, l'horizon qu'on a proposé au ministère, ce serait un déploiement dans les 7 ARLIS, je ne sais pas compter, les 9 ARLIS restants à l'automne, pour qu'on puisse avoir un premier tableau de bord complet des 14 régions par le 31 mars. C'est sûr que ça, c'était conditionnel à une signature de l'entente, je vais dire, au 1er mai. Donc, on peut être flexible, mais fait qu'on regarde vraiment assez à court terme. En même temps, il y a des conversations qui ont lieu avec d'autres entités. Et comme avec l'entité 4 et le réseau du mieux-être, il y a eu des possibilités de faire des choses, ça, c'est toujours une possibilité. C'est sûr que la voie du business case serait la plus souhaitable. Mais fait que c'est un petit peu ça les horizons de temps en ce moment. Parfait. J'ai encore 7 questions. Et puis, dans la boîte de dialogue, on a quelques autres questions, commentaires. Il nous reste environ une dizaine de minutes d'échange. Je vais y aller avec une question de Mme Racicot. Donc, les CASC, j'imagine, sont les communautés là, acadiennes en situation minoritaire. Non, c'est les centres d'accès aux services communautaires. Oui. Merci. Donc, sont couramment en transition et seront intégrés avec les ARLIS. Donc, pour les CACS désignés, est-ce que les ARLIS seront obligés de soumettre une demande de désignation pour leurs programmes et services à domicile et au milieu communautaire? C'est une excellente question, Lise, puis on est après à regarder tout ça. En ce moment, nous, on s'attend à ce que ce soit le statu quo à court terme, c'est-à-dire que vous aurez à répondre à l'outil ou à compléter l'outil. Puis pour ce qui est de votre demande de désignation, l'outil sert comme mécanisme d'attestation de conformité. Fait qu'on est après revoir tout ça. Clairement, avec le FLS Workstream, on veut s'assurer que le statut de désignation ne change pas avec cette fusion-là. Donc, on pourra poursuivre la conversation à cet effet-là. Puis je sais que j'ai des gens du commissariat en ligne qui sont probablement très intéressés par la question puis qui vont suivre ça d'encore plus près que moi. J'ai une autre question de Mme Martha Dolecki. Donc, basée sur votre expérience, quel est le temps requis par un fournisseur de services de grande taille, comme un hôpital, pour remplir OSI, générer ces données et avoir à disposition ces statistiques? Donc, Mme Dolecki est au commissariat aux services en français. Oui. La réponse, la taille de l'organisation a évidemment une incidence sur le temps de réponse ou le temps que ça prend pour préparer la réponse. Donc, des très grandes institutions, puis on peut prendre généralement les hôpitaux, sont des grandes institutions pour lesquelles ça va leur prendre un peu plus de temps à compléter le rapport. Ceci étant dit, généralement, les ARLIS leur permettent, disons, environ 4 à 6 semaines pour compléter le rapport lui-même, ce qui veut dire que la plupart des institutions réussissent dans cette échelle de temps-là de compléter le rapport. Ça dépend aussi, évidemment, dans notre cas particulier, si on parle d'une organisation qui est assujettie à la désignation, pour lesquelles le rapport a plus de facettes. Dans le contexte où c'est une organisation qui n'est pas impliquée dans la désignation,
on parle de quelques jours de temps d'exécution. Ce n'est pas nécessairement quelques jours d'une personne à temps plein à le faire, mais plus souvent qu'autrement, en quelques jours, le rapport est complété et retourné au wireless. Donc, en termes de durée de travail, c'est variable selon l'organisation. Plus elle est grande, plus c'est susceptible de prendre un peu plus de temps pour répertorier des ressources humaines. En termes de compilation d'informations, les outils, le tableau de bord qu'on vous a partagé est un tableau de bord qui est en temps réel. Donc, une fois que l'information est dedans, simplement appuyer sur le bouton, puis on a l'information va apparaître au fournisseur. Et le fournisseur a déjà un rapport sommaire qui lui est propre dès qu'il entre des données. Donc, cette réponse-là, elle est aussi simple que de façon instantanée. Et si c'est pour des analyses, disons, pour une région donnée, à ce moment-là, c'est une autre question, mais c'est relié au travail puis aux objectifs des entités, des wireless avec lesquels on travaille, de savoir combien de temps ou quelles sont les facettes ou les besoins d'information qu'eux ont. Si on regarde un rapport générique, on parle de quelques semaines, puis l'information est donc on va dire 4 à 6 semaines minimalement, dépendamment de la complexité, pour mettre les choses ensemble. J'ai M. Roger Beauchesne qui avait levé la main. Je l'ai donc ajouté là, comme conférencier pour qu'il puisse poser sa question. Il nous reste quand même encore 5 questions dans les questions-réponses. Si jamais on n'avait pas le temps de les aborder, je vous propose qu'on se les partage avec Jacinthe et Jean-François, puis on pourra pouvoir faire un petit suivi par rapport à ça. M. Beauchesne. Oui, bonjour. J'ai remarqué dans la loi sur les ambulances qu'il n'y a pas de question à la personne qui est transportée. Ça va avoir un service en français ou en anglais. Je me réfère à un incident dans Prescott Russell. Oui. Ce que je peux souligner là, dans le fond, pour ce qu'on connaît, la question des ambulances, c'est bien que c'est un service de santé, c'est une structure qui est différente, plus rattachée aux municipalités, aux différents groupes, ce qui veut dire que l'organisation des services est différente. Il y a aussi des protocoles en place qui font en sorte que la distribution des patients en fonction des ambulances sont selon les niveaux d'urgence et autres. Donc, ce que je peux souligner là, c'est qu'on a entendu justement différentes situations pour lesquelles la capacité d'avoir accès à des services en français n'est pas considérée. À travers ces outils-là, présentement, ne sont pas utilisés ou déployés par les groupes responsables des ambulances. Et donc, on n'a pas d'informations à ce niveau-là. Mais c'est une question qui demeure à voir qu'est-ce qui peut être fait à ce niveau-là. Merci. Oui. Donc, je poursuis avec une autre question de Madame Lise Voyer. Souvent, les fournisseurs ont à entrer des données dans d'autres plateformes pour le ministère, du moins au Manitoba, où j'ai les lettres MB. Donc, est-ce que OSI sera un outil intégré aux autres outils de collecte de données ou séparé? C'est une excellente question. Donc, par exemple, en Ontario, ça a remplacé un rapport qui était exigé par les autorités régionales. Fait que je pense que définitivement, il faut voir ça. L'objectif ici, c'est pas de multiplier la collecte d'informations. Puis je pense à la question précédente de Martha, il y a déjà avec des agences ou des organisations avec lesquelles on a eu des conversations parce que une des choses qui est laborieuse à entrer, c'est le plan des ressources humaines. Alors, avec certaines agences, on est après regarder comment on peut transférer. Ça, c'est pas nécessairement de l'information qu'ils ont envoyée au ministère, mais c'est de l'information qu'ils ont dans leur propre boîte pour gérer leurs organisations. Donc, comment est-ce qu'on peut rendre, dans le fond, la collecte d'informations la plus efficace possible pour le fournisseur de soins? Donc, on collige juste ce qu'on a de besoin, puis comment on rend cette collecte-là la plus efficace. Puis en effet, oui, ce serait une des premières choses qu'on regarderait dans comprendre les données. Qu'est-ce qui est colligé maintenant? Ça va où? Puis comment on peut se brancher sur ça? À titre d'exemple, Jean-François vous a montré au tout début les statistiques sur la population francophone. Ça, on est branché directement dans les outils de Statistique Canada, là. Parfait. J'enchaîne avec une autre question de Mme Nicole Lafrenière-Davy. Est-ce qu'il existe présentement un mécanisme qui permet aux fournisseurs qui utilisent les outils d'échanger entre eux?
C'est une bonne question. La façon que l'outil est configuré présentement, il est possible de travailler à l'intérieur de l'organisation à plusieurs individus qui travaillent le plan. Donc, de reséparer certaines tâches puis de les ramener ensemble. Mais en reconnaissant que c'est un Excel, il y a des limites à ce qui est possible là, que, on va dire, le web ouvre comme possibilité. Nous, pour notre part, on a toujours l'approche de travailler avec les besoins des fournisseurs et les intérêts des fournisseurs. Donc, par exemple, s'il y a des fournisseurs qui souhaiteraient être en mesure d'interagir entre eux sur certaines questions et que c'est quelque chose qu'une région voit comme étant vraiment nécessaire ou essentiel à l'avancement des services en français, c'est certainement quelque chose qui peut se réaliser et qui est très, disons, faisable dans l'univers du web. Je vais y aller avec une dernière question. Il nous reste 2 petites minutes et effectivement, il y a peut-être là 3, 4 personnes qui ont posé des questions qu'on n'aura pas le temps de traiter là en direct, mais comme je le mentionnais tout à l'heure, on va faire un petit suivi. Donc, une autre question de Madame Lise Voyer. Donc, clarification au niveau du positionnement du dossier au niveau national. Est-ce que l'intention est la collecte de données sur la variable linguistique, exemple carte santé, ou d'introduire OSI au niveau national? L'intention, c'est vraiment que dans la feuille de route, il y ait une priorité qui soit accordée aux données. Je pense qu'à ce moment-ci, on n'est pas accroché à des moyens. On a présenté OSI comme une possibilité. La carte santé ou l'identité linguistique, c'est les 2 endroits où il faut. Ça, c'est des exemples. Fait que c'est vraiment, je pense, la première chose à faire, c'est vraiment que ça devienne une priorité dans la feuille de route et que ça devienne une priorité. Si on pense, par exemple, à tout le dossier de la carte santé, Santé Canada, c'est le bailleur de fonds principal de l'Institut canadien d'information en santé. Donc, si on peut le faire une priorité, là, ça va découler dans les systèmes de collecte de données. Donc, c'est une très bonne question, Lise, mais on est vraiment à ce niveau-là, puis après ça, on verra. S'il y a un intérêt pour OSI, absolument qu'on discutera, mais une chose avant l'autre. Donc, je vous remercie beaucoup, Jacinthe et Jean-François. C'est tout le temps qu'on avait. Je vais partager l'écran, en fait, pour donner les dernières informations à nos participants. Je vous transmets via la boîte de dialogue le lien vers l'évaluation. Et voilà. Donc, pour recevoir les invitations au prochain webinaire, écrivez-nous à info@santéfrançais.ca. Partagez l'adresse à des amis et à des collègues, des partenaires pour qu'ils s'inscrivent et se joignent à nous. Aussi, le lien vers l'évaluation. Prenez quelques minutes pour aller remplir l'évaluation. Elle est simple et conviviale et elle vise à nous outiller, en fait, dans la poursuite des thèmes et des présentations offertes dans notre programmation webinaire. Notre prochain webinaire sera le 14 juin 2017 et portera sur la ligne d'écoute TELaide avec M. Parent, qui en est le directeur, donc directeur de TELaide Outaouais. Et finalement, je vous partage notre rendez-vous santé en français. Donc, vous pouvez visiter dès maintenant, en fait, le site web, la page temporaire du site. Donc, www.rvsanté2017.ca, santé sans accent. Et vous allez tomber sur notre page temporaire. Vous avez la possibilité de vous inscrire. Vous allez pouvoir avoir un aperçu aussi du programme. Donc, un programme provisoire qui découpe les journée du rendez-vous santé en français qui se tiendra du 1er au 3 novembre dans la capitale nationale. Sur ce, je vous remercie beaucoup. Encore un grand merci, Jacinthe et Jean-François. Et puis, je vous demanderai de rester en ligne. Je vais vous partager les petites questions qu'on n'a pas eu le temps de traiter. Parfait. Merci. Merci tout le monde. Bon après-midi. Bon après-midi à tout le monde.